Bien, alors bonjour les amis, me revoili, me revoilou, comme d'habitude, hein. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai fait pas mal de trucs ces temps-ci, puis j'étais un peu sur les genoux. Puis le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui était assez ardu dans les recherches et la synthèse des recherches pour que c'est une logique. Mais je pense que vous ne vous ennuierez pas. En attendant, la première chose que je peux faire, évidemment, c'est dire «Ah, nous avons passé les 52 000 grâce à vous, merci». Merci vraiment, vraiment pour toute cette mobilisation. Ça porte ses fruits, vous savez. Je suis à nouveau visible et ça fonctionne beaucoup mieux. Comme quoi, vous voyez, les commentaires, les pouces. Alors les commentaires, c'est intéressant parce que il y a toujours des choses qui sont très intéressantes, puis ça fait chaud au cœur aussi parce que je sais que vous faites pas ça comme ça. Il y a quelque chose du cœur qui vient de vous, donc c'est gentil, vous voyez. Et merci. Et puis, il y a les dons, évidemment. Et vous m'avez bien gâté. Et la bête a été contente, apparemment, vous voyez. Euh, Là, c'est vraiment cette mobilisation compte vraiment, vous voyez. Et comme quoi, on peut. C'est pas comme avant. Ça sera jamais comme avant, comme il y a 2 ans, comme il y a 1 an et demi, même comme il y a 1 an ou 6 mois. Mais c'est mieux que de couler à pic. Voilà. Donc, grâce à vous, ma petite chaînette peut continuer. Je vais continuer à vous raconter des belles histoires. Et puis voilà, voilà. Et puis, je vais vous annoncer un événement et c'est les gens du Nord qui vont être contents. Oui, eh bien, je vais rarement dans le Nord. D'ailleurs, je vais plus nulle part parce que j'ai plus le courage ni la force de faire des conférences. Je vais en faire une à la fin du mois de mai, les 30 et 31 mai, à Calais. Invité par mes amis chers Johan et Clémence ainsi que Reynald. Et ces gens-là animent une association qui s'appelle le Calais Paranormal Tour, où on fait du mystérieux. Voilà, et ça marche très bien. Et alors donc je vais être accueillie là-bas. La conférence aura lieu dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts de la ville. Et on va faire de très belles choses. Je vais vous parler de 2 sujets, un UFO. Je vais revenir sur un cas assez connu qui a eu lieu dans les années 50, mais dont on parle assez peu maintenant, qui est le cas de Maurice Deville, et ça s'est passé à Carouble. C'est quand même très étrange. Et puis je vais parler de loups-garous. Et je crois qu'il y a des loups-garous, enfin une association de loups-garous qui est assez active dans le Nord, donc ils pourront venir. C'est pas un loup-garou nordiste, hein. Il est de l'autre côté de la Manche. Mais c'est très intéressant, vous verrez. En tout cas, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Je sais qu'il y a eu pas mal de résas déjà de fêtes. La billetterie est ouverte depuis hier. Donc vous pouvez aller sur le site pour faire vos réservations du Calais Paranormal Tour. Je vais peut-être mettre d'ailleurs, si j'y arrive, si je suis pas trop bêtasse, le lien sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez y aller et vous verrez, on passera un bon moment. Et puis au mois de mai, en principe, il neige pas, donc ça devrait aller. En ce moment, on est gâtés, excusez-moi, hein. C'est un peu dur. Donc voilà, en tout cas, merci, merci et encore merci pour votre soutien. On continue, on met des commentaires, on met des pouces, on regarde si ces abonnements sont toujours là, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont signalé que leur abonnement, il s'était fait la malle, hein. Comme pas mal de choses d'ailleurs. Les commentaires ont disparu. Je me suis pas fait ratisser les dents cette fois-ci jusqu'ici apparemment, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis pour le reste, on verra bien ce que ça donne, hein. Si la bête est satisfaite ou pas, ou si elle a décidé de mettre dans un cul de basse fosse comme d'autres, parce que bon, je sais que toutes les chaînes souffrent à l'heure actuelle, et je crois que même les chaînes importantes, plus importantes que moi, commencent à se rendre compte qu'il y a quand même une petite différence, vous voyez. Voilà. Bon allez, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Alors ce sujet précisément, je devais le faire au mois de juillet, une conférence dans une petite ville qui est pas très loin de chez moi, et puis je suis tombée malade. J'étais dans le même état que Napoléon quand il était pas bien, et je me suis dit ça va pas le faire. Donc j'étais obligée d'annuler à la dernière minute, ce que j'aime pas trop faire évidemment. Mais je me suis dit perdre un sujet comme ça, c'est dommage. Et puis il s'est passé autre chose, c'est que j'ai découvert après coup, en préparant ce sujet, qu'il y avait du nouveau.
Et pas n'importe quel nouveau, puisqu'il y a un livre qui a été publié juste avant que je prévoie de faire cette conférence, et dont je ne connaissais pas l'existence, et qui change pas mal la donne et qui est très intéressante. Donc ça donne une analyse supplémentaire au sujet que je vais traiter aujourd'hui, à savoir, Napoléon est-il mort de mort naturelle, ou est-ce qu'il a été intoxiqué, voire même victime d'une tentative de crime? Vous allez voir ce que je vais vous raconter. En tout cas, le sujet est long, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà, à la fin, il y a une sacrée surprise, parce que l'ADN révèle beaucoup de choses, et on va en savoir vachement plus sur Napoléon, et vous serez certainement scotchés comme moi je l'ai été. Voilà, allez, c'est parti mes enfants. Allons-y. Donc il y a une polémique tout autour de sujets des causes du décès de Napoléon qui a pris naissance, on peut dire, au siècle dernier, puisqu'on est déjà au XXe siècle. C'est dans les années 60, et a commencé à courir l'idée que Napoléon, l'empereur Napoléon, aurait été empoisonné sur l'île de Sainte-Hélène. Nombre d'historiens spécialistes de l'empereur ont vigoureusement, évidemment, réfuté cette thèse. Or, on va la voir qu'il y a eu quand même des éléments troublants et que rien n'était à exclure. Et même si la cause du décès semble vraiment être une maladie, parce qu'il était quand même pas en forme, hein, Napoléon. Alors voyons de quoi il retourne. Pour mémoire, je rappelle qu'après avoir abdiqué le 22 juin 1815, Napoléon, qui n'avait d'autre choix que celui de quitter la France, avait décidé de s'exiler en Amérique. Or, la frégate qui devait l'y emmener a été interceptée aux abords de l'île d'Aix, au large de La Rochelle, par la flotte anglaise qui lui a tendu une embuscade, et puis du coup il est pas parti aux Amériques. Hein. C'est ainsi que le prisonnier des Britanniques, l'empereur déchu, va être déporté sur la petite île de Sainte-Hélène, avec quelques fidèles de son entourage pour qu'il ne puisse plus nuire au repos du monde, comme le clameront ses ennemis à gorge déployée. Et de la petite île volcanique, c'est une île volcanique, hein, Sainte-Hélène, il est certain qu'il risque pas de s'échapper, si vous voyez la carte là, c'est le petit point rouge qui est au milieu de l'Atlantique. C'est un caillou battu par les vents des alizés, il y a des tempêtes de temps en temps, il pleut beaucoup, c'est un climat tropical, mais enfin bon, c'est pas terrible. Et là, bon, il risquera pas de mettre les bouts, comme on dit vulgairement, parce qu'il ira pas à la nage, ça c'est certain, et puis personne viendra le chercher. Donc voilà, il est prisonnier. Il est prisonnier et on va l'installer dans une demeure estivale qui ne va pas être l'idéal, comme vous allez le voir. Non, cette demeure de Longwood que vous voyez à l'image, qui est très jolie en apparence, eh bien, c'est une maison estivale prévue pour l'été austral. Et elle se trouve dans une zone de l'île de Sainte-Hélène qui est parfaitement insalubre, où il y a énormément de virus, de bactéries et de cochonneries qui traînent. Et puis surtout, il y a des rats partout. Donc, c'est pas tout à fait l'idéal. Hein. Et bon, on fait avec. Près de 6 ans vont passer et l'état de Napoléon va d'un seul coup se dégrader. Et puis ça va continuer, et puis continuer encore. Et puis le 17 mars 1821, son état s'est tellement dégradé qu'il doit s'aliter. Il souffre en effet de terribles douleurs à l'estomac, il ne cesse de vomir, il ne peut d'ailleurs pratiquement plus se nourrir, et cela ne fait qu'empirer au fil des jours et des semaines. Dans la nuit du 26 avril 1821, vers 4 heures du matin, le général Charles Tristan de Montholon, qui fait partie de tous ces fidèles qui l'ont suivi à Sainte-Hélène, il y en a quand même pas mal, eh bien, il est en quelque sorte son garde-malade. Hein. Il est également l'intendant de la maison, vous allez le voir, je vous en parlerai de ça. Et donc, il est à son chevet, de temps à autre, dans la nuit. En tout cas, là, cette nuit, elle va se rendre dans sa chambre pour s'assurer que tout va bien. Et là, il va trouver Napoléon qui ne dort pas et qui va lui dire d'une voix tremblante d'émotion ce qui vient de se produire. Il a l'air bouleversé, on peut dire que Montholon l'a peut-être jamais vu comme ça. Et voilà ce qu'il lui dit. « Je viens de voir ma bonne Joséphine, mais elle n'a pas voulu m'embrasser. Elle s'est enlevée au moment où j'ai voulu la prendre dans mes bras. Elle était assise là. Il semblait que je l'avais vue la veille. Elle n'est pas changée, toujours la même, toujours tout dévouement pour moi. Elle m'a dit que nous allions nous revoir pour ne plus jamais nous quitter.
Elle m'assure que, et là il est tellement fatigué, il s'arrête. Il est dans tous ses états. Il a vu Joséphine. Ah, il arrive de temps en temps que ceux qui vous ont beaucoup aimé viennent vous apparaître un peu avant le départ. Et Joséphine est venue apparemment pour lui tendre la main et lui dire « Tu ne seras pas tout seul, je t'attends ». C'est beau ça, non? Qui l'eût cru? En tout cas, il finira pas sa phrase et il se contentera de demander à Montelon si lui aussi il l'a vue. Il ne semble pas du tout se souvenir, en fait, le malheureux, qu'elle est morte. Qu'elle est morte depuis 7 années déjà, très exactement le 29 mai 1814, dans ce charmant château de la Malmaison. Si vous avez l'occasion de le visiter, vous verrez, c'est très beau. Moi, j'ai visité 2 fois. Et ils sont beaucoup aimés. C'était le château des jours heureux et elle est morte là-bas. En tout cas, Montelon ne répondra rien, se contentant de lui faire boire sa potion et de réinstaller confortablement dans sa couche. Napoléon va se rendormir, mais à son réveil, il va de nouveau lui reparler de la visite nocturne de Joséphine, et ceci avec une grande émotion. Une fois encore, le général écoutera, mais s'abstiendra évidemment de lui dire ce qu'il en pense. Dès ce jour, on le sait, l'empereur va commencer à délirer. Pas tout le temps, parce qu'il va quand même beaucoup travailler, vous allez voir. Il a dû cependant réaliser que sa fin approchait, Napoléon, puisque dès le lendemain, 27 avril, il va dicter donc à Montelon le texte d'une lettre. Cette lettre qui annonce son décès, il devra la faire porter à Hudson Love, qui est le gouverneur de l'île, son geôlier également, et ceci dès qu'il aura rendu l'âme. Et dès ce moment d'ailleurs, il va organiser avec une ardeur, tant qu'il le peut, à certaines heures, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de temps devant lui, hein, il va organiser tout ce qui touche à sa personne après son décès. Il veut que tout soit parfait. C'est ainsi que le 28 avril, il va ordonner au docteur François Antomarchi, qui est le médecin corse qui veille à sa santé depuis 1820, de procéder à l'autopsie de son corps, une fois qu'il sera mort, en lui recommandant avec force de bien examiner son estomac et d'établir un rapport précis de ce qu'il a constaté. Ce rapport devrait être remis ensuite à son fils, l'Aiglon. Napoléon est en effet convaincu qu'il souffre d'un cancer de l'estomac, comme ça a été le cas de son père Charles, et qu'il en est mort d'ailleurs, et pensant que cette maladie est héréditaire, il tient à ce que son fils soit averti. Le lendemain, 29 avril, le grand maréchal Bertrand, avec lequel il a eu un échange assez vif quelques jours plus tôt, qui est un gentil garçon, hein, Bertrand. Bertrand, là, pour une fois, il s'est lâché, il lui a dit ce qu'il pensait. Et là, il est certainement un peu contrit, il sait que Napoléon va pas bien, donc il est venu le voir, il est venu le visiter. Et là, c'est la stupeur, Napoléon ne le reconnaît pas. Et alors là, il va être dans tous ses états, le malheureux Bertrand, il va se mettre à pleurer. Et il va dire, Montelon l'entendra dire, voilà le grand Napoléon, misérable, humble. Le 30 avril, l'empereur va se réveiller en hurlant « Ah, la mort !» Et puis s'adressant à Montelon, qui est à son chevet, il va lui dire « Mon ami, je suis mort ». Il est si mal et si agité que le docteur Antomarchi, qui a aussitôt été prévenu, va accourir. Et vraiment, il a vraiment cru qu'il allait y passer entre 10 et 11 heures du matin. Dans la soirée, son état va se dégrader encore. Son aumônier, l'abbé Vignali, va d'ailleurs être appelé à son chevet. Il restera seul avec lui durant une demi-heure et lui donnera l'extrême onction. Le valet de chambre Marchand, qui est un fidèle valet, vraiment, il est très attaché à son maître, rapportera qu'en sortant de sa chambre, l'abbé lui a dit « L'empereur vient d'être administré, l'état de son estomac ne permet pas d'autre sacrement. » On comprendra qu'il n'a pas pu lui donner la communion. Le lendemain 1er mai, Napoléon n'est pas au mieux, mais vers 2 heures de l'après-midi, sa fièvre baisse un peu. Le 2 mai, il réitérera sa recommandation d'examiner son estomac lors de l'autopsie de son cadavre et d'en confronter les conclusions avec le compte-rendu d'autopsie de son père. Au milieu de la nuit, Napoléon veut se lever. Montelon et Vignali, qui sont alors à son chevet, vont l'aider à sortir de son lit et le soutenir comme ils le peuvent, car il ne tient plus du tout sur ses jambes. Dans un profond soupir, ils vont entendre Napoléon dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ».
Antomarchi, qui est également présent à ce moment-là, va lui prendre le pouls, son cœur bat à 108. Et il a probablement des arythmies cardiaques, puisqu'il semblerait qu'il ait eu des fibrillations auriculaires, et ça, c'est pas terrible, je connais, c'est ce que c'est. Sauf que mon cœur, il va encore plus loin. Bah bon, bref, il devait pas être très bien. Quelques heures plus tard, il semblera aller un tout petit peu mieux, mais ce ne sera que de bien courte durée. Le 4 mai, le docteur Arnott, qui n'est autre que le médecin chirurgien du 60e régiment anglais, en poste à Sainte-Hélène, de concert avec deux de ses confrères britanniques, va décider de lui administrer une forte dose de calomel, en d'autres termes, du chlorure de mercure, qui est une substance parfaitement toxique, comme on le sait aujourd'hui. Apparemment, ça n'aurait pas été contre l'avis du docteur François Antomarchi, qui est son médecin personnel, comme on le sait. Certains disent même que c'est lui qui aurait prescrit le traitement. Enfin, toujours est-il que ce traitement de cheval va le faire plonger dans un état comateux dans la nuit qui suivra, ce qui de toute évidence précipitera sa fin. Dans la matinée du 5 mai, son état est en effet désormais alarmant. Le docteur Antomarchi, comme ses proches, ont saisi qu'il était entré en agonie. Les enfants du grand maréchal Bertrand et quelques autres venus lui faire leurs adieux diront ne pas l'avoir reconnu tellement son visage est transformé. À 5h49 de l'après-midi, Napoléon rendra son dernier soupir en présence du docteur Antomarchi, du docteur Arnott et du grand maréchal Bertrand. Ce sera d'ailleurs ce dernier, Bertrand, qui lui fermera les yeux. L'aigle a ainsi pris son ultime envol pour d'autres contrées, quasiment abandonné de tous, hormis de ses quelques fidèles qui l'ont suivi en exil. Certains le pleureront avec sincérité, tel son premier valet, Louis Marchand, qui il a tant aimé, tandis que d'autres, on peut dire qu'ils accueilleront sa fin avec un certain soulagement, il faut bien le dire. Et on peut comprendre pourquoi d'ailleurs, c'était pas l'idéal de l'endroit. Officiellement, celui dont le nom restera à jamais auréolé de gloire a succombé à un cancer de l'estomac. C'est ce qui se dira pour longtemps et qui sera d'ailleurs inscrit dans les manuels d'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment le cancer qui l'a tué? Et c'est la question que certains se sont posés beaucoup plus tard, comme nous allons le voir. Toujours est-il qu'informé aussitôt de son trépas, eh bien son geôlier, le gouverneur de l'île Hudson Love, est fébrile. Autant le dire, son décès ne l'enchante pas du tout, parce qu'il est garant de sa vie. Il est évident que s'il n'est pas décédé de mort naturelle, il en portera évidemment, inévitablement, la responsabilité, ce qui l'inquiète infiniment. Montalon a d'ailleurs écrit dans son journal secret « Sir Hudson Love, dans sa hâte de faire constater par procès-verbal de ses médecins que Napoléon n'avait pas été empoisonné, voulait au mépris des protestations des généraux Bertrand et Montholon, faire procéder sur l'heure à l'ouverture du corps à peine froid. » En fait, oui, la seule préoccupation du gouverneur Love sera à veiller qu'aucune suspicion d'une mort autre que naturelle puisse se répandre. Mais pour cela, il lui faut en avoir le cœur net. Il entend donc qu'une autopsie puisse être réalisée, et ceci dans le plus bref délai, afin de conserver le contrôle d'une situation qui pourrait fort bien lui échapper. Dans son esprit, le bref délai, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et il va donc le faire savoir à l'entourage du défunt. Il ne s'attendait certainement pas, en tout cas, à une telle opposition de leur part. Ça sera une opposition farouche, ceux-là vont dire niet, et il va recevoir en pleine figure une fin de non-recevoir assez cuisante. Il n'est pas question que l'on touche au corps de l'empereur avant 24 heures. La décence commande en effet que son entourage puisse se recueillir devant sa dépouille. Le gouverneur Hudson Love devrait donc se résigner, patienter jusqu'au lendemain. Tous ceux qui viendront peu après se recueillir devant sa dépouille seront frappés par la beauté de son visage. Il est totalement détendu, même s'il est amaigri. Ses traits sont reposés, il semble même avoir rajeuni. Certains diront même qu'il a retrouvé l'apparence qui était la sienne lorsqu'il était premier consul, c'est vous dire. Il a dû voir Joséphine. Voilà, c'est ça. Donc il est tranquille. L'autopsie sera réalisée le 6 mai 1821, elle débutera à 14 heures alors que le temps est lourd et chaud. Le corps de Napoléon a été déposé sur la table de billard qui se trouve dans un des grands salons de la maison. En plus du docteur Antomarchi, son médecin sont présents 7 médecins britanniques ainsi qu'une dizaine de personnes qui vont assister à cette autopsie en tant que témoins.
C'est sur cette table de fortune que sera réalisée l'autopsie qui sera pratiquée et dirigée par le docteur François Otto-Marchi. Celui-là sera assisté dans sa tâche par le docteur Arnott, donc un médecin britannique, qui était au chevet de l'empereur d'ailleurs quand celui-ci a rendu l'âme. L'autopsie s'achèvera vers 16 heures. On habillera Napoléon de son uniforme de colonel des chasseurs de la garde impériale. Désormais, il n'a plus les traits reposés qu'il affichait la veille. Il semble même plus âgé que ses 52 ans. Il sera mis en bière le lendemain, 7 mai, alors que son corps empeste déjà, bah oui, le temps est lourd. Le cercueil sera scellé à 19 heures et un procès-verbal sera dressé, qui sera signé de Bertrand, de Montholon et de Marchand, et celui-ci indique ce jour, 7 mai 1821, à Longwood, île de Sainte-Hélène, le corps de l'empereur Napoléon, étant revêtu de l'uniforme des chasseurs de la garde, a été déposé dans un cercueil de fer blanc. Ce premier cercueil ayant été soudé en notre présence, a été placé dans un autre en plomb, lequel, après avoir été également soudé, a été renfermé dans un troisième cercueil en acajou. En fait, il semblerait qu'il y ait un quatrième qui contenait déjà les trois, qui contiendra après les trois autres. Risque pas d'avoir des problèmes. Il est bien gardé. En tout cas, ni de s'en aller d'ailleurs. Enfin bon, il est déjà parti. Les cercueils étaient respectivement en fer blanc, en plomb, en acajou. Dans le premier cercueil ont été placés, dans le cercueil en fer blanc, donc à ses pieds son chapeau, ainsi que 2 vases contenant respectivement son cœur et son estomac. Le 9 mai, l'empereur sera transporté en grande pompe dans la vallée des Géraniums et mis en terre près d'une source. Vous voyez l'endroit, c'est magnifique, hein. C'est un endroit qu'il a vraiment aimé lors de ses promenades à cheval. Il avait le droit de se promener à cheval dans un rayon de 3 km autour de Longwood. Et il aimait bien désaltérer son cheval à cet endroit-là. Enfin, il était très heureux dans cette vallée. Donc, il y a eu... ça, c'est pas la vraie pierre tombale que vous voyez, hein. La vraie pierre tombale a été ramenée en France, je pense en même temps que lorsque son corps a été rapatrié, à peu près 20 ans plus tard. L'intérieur du caveau du tombeau l'intérieur du caveau a été cimenté et l'imposante pierre tombale que l'on ne voit plus aujourd'hui a été scellée avec du ciment. Pas question en effet que les eaux de pluie, parfois abondantes à Sainte-Hélène, ne corrompent la dépouille de l'empereur. Et alors va y avoir effectivement une autopsie. Il y aura pas un, mais 2 rapports d'autopsie qui seront finalement établis officiellement. Et d'abord celui du docteur Otto-Marchi, qui est daté du 6 mai, et celui d'un médecin anglais, le docteur Thomas Short, qui est daté du 7 mai. Un 3e rapport, daté du 8 mai, émane de Sir Thomas Reed, qui n'est autre que le colonel anglais, chargé de veiller de très près sur l'impérial prisonnier. En bon geôlier, il l'a surveillé de près jusqu'au bout d'ailleurs, puisqu'il est lui-même à l'autopsie. Celui-là était très redouté, c'était un sale type, hein. Il avait en effet organisé tout un réseau d'informateurs sur l'île de Sainte-Hélène afin de pouvoir être tenu informé en temps réel des faits et gestes de l'empereur et de tout son entourage. Enfin bon, il l'avait à l'œil. Ces 3 rapports mentionnent tous expressément la présence d'une lésion gastrique d'aspect tumoral. Je précise qu'Otto-Marchi publiera également dans ses mémoires un compte-rendu d'autopsie plus détaillé, comportant de nombreux rajouts et soulignant notamment que les poumons de Napoléon auraient pu être affectés par une tuberculose. Ce qui est certain, c'est qu'aucun de ces médecins ne parviendra vraiment à se mettre d'accord sur les causes du décès. Il se dit que Montholon aurait suggéré de retenir comme cause du décès le cancer de l'estomac. Celui-là n'est évidemment pas médecin et pourtant, sans la moindre hésitation, le gouverneur Hudson Love va bondir sur sa proposition. Et il y a une raison. Dans ses mémoires, Louis Marchand, le premier valet, a finalement rapporté les propos particulièrement édifiants qu'avait tenus le gouverneur Love lorsque l'état de santé de l'empereur avait commencé de se dégrader. Voilà ce qu'il avait dit. « Je vais arranger les choses de manière qu'il puisse monter à cheval. Je ne veux pas qu'il meure d'une attaque d'apoplexie. Cela pourrait m'embarrasser fort. Et mon gouvernement aussi. J'aime bien mieux qu'il meure d'une maladie lente que nos médecins puissent bien constater comme naturelle. Une apoplexie prêterait trop au commentaire. » Bah oui. On comprendra donc que la suggestion de ce cher Montholon était une aubaine pour le gouverneur, et oui, sa réputation et sa carrière sont en jeu, et que la solution en plus vienne d'un Français,
qui plus est très proche de l'empereur, et est une pure bénédiction pour lui, il faut bien le dire. Hudson Love va donc de ce pas entreprendre d'imposer son point de vue aux représentants du corps médical qui viennent d'autopsier le corps, et comme on peut s'en douter, l'agent médical ne va évidemment pas l'entendre de cette oreille. Le major Gideon Gorecker, qui n'est autre que l'aide de camp du gouverneur, ne se gênera pas d'ailleurs ultérieurement pour rappeler que lorsque Hudson Love a demandé au docteur Short et Arnott de modifier les termes du rapport d'autopsie, cela a entraîné, je le cite, beaucoup de bruit et de rage. Finalement, Hudson Love obtiendra satisfaction. Les médecins concernés accepteront en effet de revoir le contenu du procès-verbal d'autopsie. Après tout, chacun y trouve son compte, et ça évitera surtout qu'une enquête soit diligentée depuis l'Europe. On n'en parle plus, tout va bien. Le comte de Montholon, qui a eu l'idée de cette heureuse conclusion, s'en frotte lui aussi les mains, et avec vigueur, car il va pouvoir enfin quitter cette maudite île de Sainte-Hélène qu'il a fini par prendre en horreur. Le 7 ou 8 mai 1821, le Héron, un navire de guerre britannique, va précipitamment lever l'ancre pour rejoindre au plus vite l'Angleterre. À son bord se trouvent 2 émissaires chargés d'annoncer la mort de Napoléon en haut lieu, c'est-à-dire à la royauté anglaise. Il atteindra Portsmouth tout au début de juillet. Le 4 juillet, le journal The Star publiera un article qui indique notamment la mort de l'ex-empereur de France, Napoléon Bonaparte, un événement que dans tous les sens généreux et chrétiens du terme, nous pouvons appeler, du fait de la mélancolie, a eu lieu le 5 mai d'un cancer de l'estomac, comme son père. La nouvelle va traverser la Manche, et ceci à la vitesse de l'éclair, puisque le 7 juillet 1821, la presse française annoncera à son tour officiellement la mort du souverain. Voilà ce qui est dit. Bonaparte n'est plus. Il est mort le samedi 5 mai à 6 heures du soir d'une maladie de langueur qui le retenait au lit depuis plus de 40 jours. Il a demandé qu'après sa mort, son corps fût ouvert afin de reconnaître si sa maladie n'était pas la même que celle qui avait terminé les jours de son père, c'est-à-dire un cancer de l'estomac. L'ouverture du cadavre a prouvé qu'il ne s'était pas trompé dans ses conjectures. Il a conservé sa connaissance jusqu'au dernier jour et il est mort sans douleur. Le bon peuple de France est évidemment effondré par la nouvelle, mais pour autant il n'est pas vraiment surpris par la cause avancée du décès. Ainsi, la version du cancer de l'estomac est passée, on peut le dire comme un peu trivialement, comme une lettre à la poste. Bah oui, puisqu'il est dit que son père est mort de ça, c'est normal, hein. Voilà. C'est pas casser la tête. Faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas la conscience des choses, évidemment. Et puis, depuis belle lurette, certains observateurs n'avaient d'ailleurs pas manqué de remarquer que sur certains portraits le représentant, Napoléon posait toujours avec sa main glissée sous son gilet au niveau de l'estomac, comme on peut le voir sur cette œuvre que vous voyez là à l'image, qui est une œuvre du peintre Ingres, ou bien sur cet autre portrait que l'on doit au peintre David. Les peintres Isabelle, Vernet et bien d'autres peintres ont bien souvent représenté l'empereur avec la main placée au niveau de l'estomac, mais au fait, question qui se pose, est-ce qu'il s'est jamais plaint de son estomac? En fait, on sait que le 2 avril 1821, soit un mois avant de trépasser, Napoléon avait déclaré au docteur Arnott, donc le médecin anglais, n'avoir jamais senti son estomac, à moins qu'il ne se convulsionne parfois, c'est-à-dire qu'il vomit, en soulignant que toute sa vie, ses digestions s'étaient bien faites. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Quant à son valet, Louis le Marchand, il a rapporté dans ses mémoires, Napoléon, dans les premiers temps de Sainte-Hélène, ne connut que de simples rhumes, dû au climat de cette partie de l'île, à Longwood, et un arrachage de dents. Bon, il est pas mal l'estomac. En réalité, lorsque l'empereur se plaindra de ne pas se sentir bien, ce n'est pas de son estomac qu'il évoquera en fait, mais plutôt le climat de l'île, à propos duquel il se lamentera, et le tiendra pour responsable de tous ses maux. Comme on peut s'en douter, il détestait cet endroit, et il n'était pas impossible qu'il ait un peu plongé dans sa mélancolie, une maladie de langueur, comme on a dit élégamment, pour ne pas dire dans une forme de dépression, et à mon avis c'était plutôt ça. Bon, on peut comprendre que, vu ce qu'il a été, sa déchéance et son exil sur le caillou volcanique au milieu de l'océan Atlantique ait pu affecter son moral et sa santé. Nombre d'œuvres qui le représentent durant son exil à Sainte-Hélène le montrent en effet clairement nostalgique. Vous voyez celle-là, c'est des belles photos, c'est des beaux tableaux, mais bon.
Il y a encore cette œuvre-là. Il a le blues, hein, notre Napoléon. Il regarde l'horizon et puis il se dit, bon, bah, je suis coincé, et puis c'est tout, puis c'est la fin. Voilà. Ah bah oui, ça peut arriver. Il avait d'ailleurs confié un jour au docteur O'Meara, un médecin qui lui prodigua des soins un temps avant d'être renvoyé par Hudson Love, parce qu'il s'entendait trop bien avec Napoléon, ce médecin britannique. C'est Otto Marché qui l'a remplacé d'ailleurs. Donc il avait confié un jour au docteur O'Meara, Napoléon, j'aurais vécu jusqu'à 80 ans si les mauvais traitements que j'endure et ici et l'affreux climat sous lequel on m'a mis ne me tuaient avant. Il savait qu'il ferait pas long feu. Dans une autre confidence qu'il a fait à un de ses autres médecins, il dit, je suis un enfant gâté. J'ai jamais eu besoin de vous autres. Mon tempérament était de fer. Il a fallu l'affreux climat où l'on m'a jeté pour le détruire. Pourtant, le climat de Sainte-Hélène n'est pas aussi épouvantable que ça, hein, pour la santé d'un individu. C'est pas le climat. Il y a les vents d'Alizé, il y a des tempêtes de temps en temps, ça souffle tout le temps, surtout qu'ils sont en hauteur et dans la même partie de l'île. Mais bon, ça va, quoi, c'est du climat tropical. Mais bon. En réalité, c'est pas un secret, Napoléon redoutait fort de mourir d'un cancer de l'estomac. Comme son père, il avait le temps de réfléchir, parce que toute la journée, il tournait comme un lion en cage. Donc, plutôt que d'être dans le déni quand il a commencé à pas se sentir bien, avoir mal à l'estomac, il a préféré certainement accuser le climat, rien n'était à exclure après tout. Alors, on va en venir à l'hypothèse de l'empoisonnement. Et cette hypothèse de l'empoisonnement, elle a été développée par un certain Ben Weider. Donc c'est une thèse qui remonte à peu près à la fin des années 90. L'ouvrage de Weider est sorti en 99. Alors ce gars-là était un milliardaire québécois, ancien culturiste, avec gros muscles et bronzettes. Donc c'est un adepte du bodybuilding et il a fait fortune, mais 1 milliard, dans les compléments alimentaires destinés précisément aux culturistes. Et il a lancé également, il faut le savoir, la carrière d'Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc c'était un passionné de Napoléon par ailleurs. Donc il avait des bustes de Napoléon partout. Enfin voilà, c'était de la folie Napoléon. Alors Ben Weider ne croyait pas non plus à l'hypothèse du climat qui aurait plongé l'empereur exilé dans une dépression, pas plus qu'à celle du cancer de l'estomac. Persuadé que Napoléon avait été empoisonné, il s'était donc attaché à mener l'enquête afin de le démontrer. Et c'est ce qu'il va faire dans ce bouquin. Pour appuyer sa thèse, voulant que Napoléon ait été empoisonné, Ben Weider a rappelé les symptômes significatifs que l'empereur présentait en insistant sur le fait qu'ils avaient été clairement décrits dans les mémoires du premier valet, Louis Marchand. Marchand avait en effet relevé, dès 1817, divers symptômes qui s'étaient notamment accentués en 1821, tels de fréquentes douleurs abdominales, que l'application de serviettes chaudes calmait un peu, où il y avait aussi ses pieds qui étaient toujours complètement froids, c'était pas comme ça avant, ses traits s'étaient petit à petit décomposés, enfin bon bref, ça commençait à pas aller bien. Dans ses mémoires, Louis Marchand a mentionné également un rapport que le docteur O'Meara, là, comme je vous ai dit, qui fut le premier médecin de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, donc un rapport qu'il a remis au maréchal Bertrand, et ce rapport indiquait qu'au 1er octobre 1817, Napoléon souffrait d'une pesanteur et de lourdeur au niveau du foie qui se sont accentuées au point de faire penser à une hépatite aiguë. Et vous allez comprendre à la fin ce qu'il en est. Dans les derniers jours de septembre 1818, Napoléon a développé d'autres symptômes, relevant des désordres manifestes dans ses fonctions hépatiques. Outre cela, il souffrait très souvent de maux de tête, de grands maux de tête, de douleurs physiques intenses. Tout le corps le faisait souffrir, on qualifiera ça de douleurs rhumatismales, mais quand on a des problèmes hépatiques, on peut avoir des douleurs terribles qui ne sont pas forcément rhumatismales d'ailleurs, c'est musculaire. Hein. Ses jambes et ses pieds s'étaient mis à enfler, bon ça peut signaler une insuffisance cardiaque. Bon, en tout cas, ses gencives avaient pris une apparence spongieuse, comme c'est le cas des gens qui souffrent de scorbut. Il toussait déjà depuis longtemps, mais là, ça doit devenir des grosses toux catarrheuses, c'est pas terrible. L'empereur, dont le visage était anormalement pâle, souffrait également de coliques. Il avait perdu l'appétit, une soif intense le tenaillait en permanence.
Il avait beau s'hydrater, il avait toujours soif, ses urines étaient foncées, ça c'est caractéristique aussi d'un truc hépatique. Et plus inquiétant encore, il vomissait surtout très souvent une bile âcre et visqueuse, comme diront les médecins. L'anxiété l'avait envahi, ses symptômes se sont encore accentués lorsque ses douleurs physiques se sont accrues et il a commencé à ne presque plus dormir à ce moment-là. La lumière du jour lui était devenue insupportable au point qu'il avait ordonné que tous les volets de la demeure de Longwood restent fermés. D'après Weider, ces symptômes auraient correspondu à ceux classiquement relevés dans le cas d'une intoxication arsenicale chronique, laquelle se caractériserait par une trentaine de symptômes qu'à l'en croire, l'empereur semblait présenter dans leur intégralité. Moi, je pense plutôt que c'est pas tout à fait ça. Parce qu'au niveau hépatique, ça peut donner ça quand on a une maladie du foie. En tout cas, jusqu'à la défoliation, c'est-à-dire la perte des poils, rien ne lui fut épargné. Et cette perte de poils avait d'ailleurs été remarquée par le docteur Walter Henry, qui était un médecin britannique qui assurait la fonction de secrétaire lorsqu'il y a eu l'autopsie. Il avait dit qu'il n'y avait pratiquement pas de poils sur le corps. On a perdu tous ses poils. Weider pointera deux autres indices permettant d'envisager un empoisonnement à l'arsenic qui figurent dans le rapport du docteur Antomarchi. Le premier étant que le foie était engorgé et d'une grosseur plus que naturelle, et le second étant qu'une substance liquide noirâtre avait été découverte dans l'estomac, et ça pouvait être le symptôme d'une grosse hémorragie de l'estomac. Il est vrai qu'un ulcère gastrique perforé semblait avoir été constaté aussi, ainsi que nombre d'ulcérations sur toute la paroi de l'estomac, et cet ulcère et ces ulcérations pouvaient très bien avoir causé cette hémorragie. Ben Weider, qui doutait fort que Napoléon ait été emporté par un cancer stomacal, s'était donc fait fort de démontrer que celui-là avait réellement succombé, non pas à un cancer, mais à une intoxication à l'arsenic. Il avait en effet découvert, ce brave homme, que l'intoxication à l'arsenic était susceptible de provoquer des ulcérations de cette nature, dont les effets pouvaient être décuplés par l'association de substances telles que l'antimoine, ou le fameux calomel, là. Donc ça, dans ces cas-là, c'est fatal, et effectivement, c'est ce qui a causé, on peut le dire, le décès. Bon, il était mal parti, hein. Enfin, disons que ça a été un peu plus vite, ça a été radical. Dans un premier temps, notre limier va donc décider de soumettre un médecin pour analyse, tant le rapport d'autopsie de l'empereur établi par le docteur Antomarchi, que celui de son père, Charles Bonaparte, afin qu'il donne un avis potentiel un avis sur le potentiel de cancer de l'estomac. En 97, il mandera ainsi pour ce faire un certain docteur Ibos, qui est un chirurgien réputé qui a opéré des centaines de patients qui souffraient de cancer de l'estomac. Ce médecin relèvera que le rapport d'autopsie le rapport d'autopsie établi par le docteur Antomarchi sur l'autopsie de Napoléon, mentionnait en fait une belle perforation gastrique qui avait été bouchée par le foie. Et à ses yeux, en fait, il s'agissait que d'un ulcère tout à fait banal et plutôt fréquent, ne mettant pas en danger un pronostic vital de patient. Il écrira d'ailleurs dans un rapport daté du 30 septembre 97 qu'il s'agit d'un accident local que l'organisme traite de lui-même en l'obturant par le foie. Vous voyez que la nature est bien faite, vous avez un trou, le foie se ramène. Bon, excusez-moi, hein. C'est pas très ragoûtant ce que je vous raconte, donc détente. Donc de ce fait, la thèse du supposé cancer de l'estomac, dont aurait supposément souffert l'empereur, qui a été reconnue d'ailleurs comme cause officielle de son décès, pouvait donc a priori être écartée. Le médecin ajoutera encore, après avoir soigneusement étudié les rapports d'autopsie de Charles Bonaparte et de Napoléon, « Je suis en mesure de faire les remarques suivantes. Aucune étude statistique n'a jamais établi la notion héréditaire du cancer de l'estomac, donc la filiation familiale n'a absolument aucun sens. » Il soulignera à juste titre d'ailleurs qu'un malade souffrant d'un cancer de l'estomac n'est jamais mort gras, car ce cancer qui évolue très lentement tue peu à peu par cachexie et délabrement physique. En d'autres termes, une personne qui souffre de ce type de pathologie dépérit pour prendre un aspect tout à fait squelettique à la fin de sa vie. Or, ça n'a pas été du tout le cas de l'empereur Napoléon.
On sait que son aspect physique n'était pas phallique à la fin de sa vie. Le procès-verbal d'autopsie établi et signé par les médecins anglais présents à l'autopsie le confirme d'ailleurs sans aucune ambiguïté. Il est en effet mentionné que dans son apparence extérieure, le corps de Napoléon paraissait alourdi par la graisse. Il avait plus de 2 cm de graisse sur le sternum et près de 4 cm sur l'abdomen. Donc, il n'était pas vraiment squelettique. Hein. En 2005, le docteur Alessandro Lugli, qui est un pathologiste suisse rattaché à l'Institut de pathologie de l'Université de Bâle, a cherché, comme tant d'autres avant lui, à déterminer les causes du décès de Napoléon. Lui aussi a analysé les rapports d'autopsie ainsi que moultes autres documents. Et l'idée lui est venue alors de mesurer les tailles de 12 pantalons portés par l'empereur Napoléon entre 1800 et 1821. Et c'est ainsi qu'il a pu déterminer que son poids devait être passé de 67 kg à 90 kg entre 1800 et 1820 alors qu'il mesurait 1,67 m. Et aussi qu'il avait reperdu 11 kg dans les derniers mois de sa vie. Faut dire qu'il mangeait plus, il vomissait tout le temps, donc évidemment... Bon. En tout cas, il soulignera que l'empereur n'était pas pour autant devenu squelettique, puisqu'il pesait encore 79 kg au moment de son décès. Il présentait donc un surpoids d'une quinzaine de kilos lorsqu'il a rendu l'âme, ce qui ne correspond aucunement, dira ce médecin, à l'état dans lequel se trouvent généralement les cancéreux en fin de vie. Dès lors, si Napoléon ne souffrait manifestement pas ou probablement pas d'un cancer de l'estomac, aurait-il été empoisonné ? Un autre indice, et non des moindres, suggère la possibilité d'un empoisonnement à l'arsenic, en effet, puisque comme on va le voir, on en a retrouvé à diverses occasions, à l'occasion des multiples analyses qui ont été pratiquées sur les cheveux de Napoléon. Avant d'aller plus loin, je rappellerai que ce n'est pas Ben Weider qui a soutenu le premier la thèse de l'empoisonnement à l'arsenic de Napoléon, mais un dentiste stomatologue suédois du nom de, j'essaie de pas bafouiller, Sten Forshovud. Je parle pas très bien le suédois ce matin, c'est pas terrible, enfin bon, j'ai compris, Forshovud, qu'il a d'ailleurs rencontré Weider dans les années 70. Passionné de toxicologie, ce stomatologue avait eu une véritable révélation sur les causes possibles de la mort en lisant, de la part de Napoléon, en lisant les mémoires de Louis Marchand. Et en 1960, il était parvenu à se procurer une mèche de cheveux de Napoléon. Non, un seul cheveu, pardon. C'est vrai que les cheveux de Napoléon, en fait, c'est rare et c'est cher, donc un cheveu suffisait. Il l'avait fait analyser, et pas par n'importe qui, par le professeur Hamilton Smith, qui était autre que le directeur du département de médecine légale de l'université d'Édimbourg. Le résultat de cette expertise a été concluant. Le cheveu en question contenait bel et bien de l'arsenic. Un autre passionné d'histoire napoléonienne, que beaucoup connaissent quand ils sont fans de Napoléon, qui s'appelle René Maury, fera lui aussi analyser les cheveux de l'empereur. Cela provenait d'une fameuse mèche dite de Noverraz, et Noverraz avait été un serviteur zélé de Napoléon, qui avait reçu en présent quelques mèches de ses cheveux avant de quitter Sainte-Hélène. En 1994, Maury chargera donc 3 laboratoires différents d'analyser les précieux cheveux. Ces laboratoires livreront des résultats à peu près identiques. Bon, ils communiquent pas entre eux, les labos. Et qu'est-ce que ça dit ? Que les cheveux de l'empereur contenaient un taux d'arsenic 6,6 fois supérieur à la moyenne normale. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi, afin de démontrer l'empoisonnement, Ben Weider se lancera à son tour dans des expertises à tour de bras, des expertises de cheveux. Il confiera ainsi 2 cheveux de l'empereur à Roger Martz, qui n'est autre que le chef de service de chimie de toxicologie du FBI. Rien que ça. Les conclusions de ce dernier, datées du 28 août 1995, seront sans appel. La quantité d'arsenic présente dans les cheveux analysés concorde avec un empoisonnement à l'arsenic. Comme quelques historiens considérés comme étant des spécialistes de Napoléon vont se montrer très très hostiles à cette théorie de l'empoisonnement, eh bien Ben Weider va continuer. Il va cette fois demander au docteur Pascal Kintz, aujourd'hui président de l'Association internationale des toxicologues de médecine légale, de procéder à une nouvelle analyse. Pour ce faire, Weider remettra à ce médecin 5 mèches de cheveux de l'empereur,
tout authentifié. Une première analyse qui date de 2001 démontrera à nouveau que les cheveux contenaient des doses d'arsenic infiniment supérieures à la normale. Pour la bonne règle, et afin qu'aucun doute ne subsiste, le Dr Kins pratiquera 2 autres analyses. Celle de 2003 démontrera que l'arsenic était présent au cœur même du cheveu, ce qui signifie qu'il avait été ingéré. Quant à l'analyse pratiquée en 2005, eh bien, elle établira que l'arsenic détecté était de l'arsenic minéral, communément appelé morora, ce qui amènera le praticien à conclure en ces termes: dans tous les échantillons de cheveux de l'empereur, l'ICP-MS a mis en évidence des concentrations massives, concentrations qui sont compatibles avec une intoxication chronique par de l'arsenic minéral très toxique, ce qui implique que nous sommes sans ambiguïté sur la piste d'une intoxication criminelle. Rien que ça. Si Napoléon semblait ainsi avoir été empoisonné avec de l'arsenic, restait donc à savoir quel aurait pu être le mode d'administration du poison et surtout découvrir quelle est l'identité de l'empoisonneur. Lorsqu'un poison est ingéré, c'est généralement par le biais de la nourriture et de la boisson. On sait qu'à Lockwood, tous ceux qui avaient suivi l'empereur à Sainte-Hélène mangeaient à sa table, ils partageaient donc les mêmes mets que lui. Pour autant, jamais moindre signe d'intoxication à l'arsenic n'a jamais été remarqué chez ceux-là. La nourriture ne pouvant manifestement pas être incriminée, il convenait dès lors de s'intéresser à la boisson. Y aurait-il eu une boisson dont Napoléon se serait exclusivement abreuvé? Eh bien oui, il en existait une, comme on va le voir. Même s'il n'abusait pas de la dive bouteille, depuis bien longtemps, l'empereur appréciait tout particulièrement de boire à chaque repas un verre, voire un verre et demi de Gevrey-Chambertin, il a bon goût, lequel, comme on le sait, est un vin de Bourgogne. Et comme il était difficile de faire venir le précieux élixir depuis la France, vu l'éloignement géographique, eh bien, il convenait donc de trouver un breuvage qui puisse se rapprocher et lui donner satisfaction. Et c'est Lascazes plus exactement, fidèle de toujours, qui de manière informelle, qui lui sert de secrétaire particulier à l'époque, durant son exil, qui va découvrir la perle rare, en l'occurrence le vin de Constance. Ce vin était élevé au Cap, en Afrique du Sud, par des colons britanniques et avait été élaboré à partir d'un cépage bourguignon. Et il présentait de grandes similarités avec ce fameux Gevrey et délicieux Gevrey-Chambertin. Toutefois, son achat était hors de prix, très onéreux, et on pouvait en importer que de faibles quantités. Là, vous voyez une belle bouteille. Alors, cette bouteille, elle vient de Sainte-Hélène, elle est de 1821. Ces bouteilles ont été conservées et elles ont été remises en route, je crois en 1864 ou je sais plus, enfin bien plus tard. Et donc elles valent une fortune. Voilà. Mais ça, c'est une bouteille qui vient de Longwood. Voilà. Donc c'est pourquoi, à Sainte-Hélène, ce vin d'excellence ne sera destiné qu'aux seules lèvres de l'empereur. Quelle belle aubaine pour un empoisonneur! Le moyen idéal d'atteindre sa victime sans nuire à la santé des autres. Et c'est ainsi que certains ne vont pas hésiter à soutenir que ce serait ce vin de Constance qui pourrait bien avoir été le moyen utilisé pour intoxiquer Napoléon à l'arsenic, en se fondant notamment sur un incident survenu en 1818. Un jour de cette année-là, en effet, le grand maréchal Bertrand et son épouse Fanny vont brusquement tomber malades. Et tout ça après avoir profité des largesses de l'empereur qui leur avait en effet offert une bouteille de son précieux vin de Constance. Tiens donc. Pour Wilder, restait à trouver qui avait accès au précieux breuvage. Pour cela, les mémoires du premier valet Louis Marchand vont encore être fort utiles. Il faut savoir que dès son arrivée à Longwood, Napoléon avait souhaité que le service soit organisé dans sa maison, et c'est ainsi qu'il avait attribué une fonction à chacun de ses fidèles invités. Photo 15. Le comte de Montholon avait ainsi été désigné pour remplir la charge d'intendant. Il avait pour mission de veiller à tout se déroule au mieux dans la maison. Le Corse, Jean-Baptiste Cipriani, qui avait été autrefois les yeux et les oreilles de Napoléon, en d'autres termes son informateur, et qu'il avait également suivi à Sainte-Hélène, sera quant à lui promu maître d'hôtel.
Il était donc de ce fait placé sous l'autorité du comte de Montholon. Il se trouve que ces deux-là étaient les seuls à posséder la clé d'une petite pièce qui abritait des denrées alimentaires, mais aussi le fameux vin de Constance. Puis accessoirement, dans ce cellier était stocké l'arsenic communément appelé morora, afin d'éradiquer les rongeurs qui pullulaient en meute à Longwood et partout dans le coin, quoi. Si 1818 n'avait pas été favorable au grand maréchal Bertrand et à son épouse qui était tombée malade après avoir reçu une bouteille de vin de Constance des mains de l'empereur, elle ne l'avait pas été non plus pour le brave Cipriani qui va rendre l'âme dans d'étranges circonstances tout au début de cette année-là. Et de cela, je reparlerai dans quelques minutes. C'est ainsi qu'après son trépas, eh bien Montholon sera le seul, le trépas de Cipriani, sera le seul à disposer des clés de ce cellier. Ce que l'on sait également du fait des mémoires de Louis Marchand, c'est que c'est à lui seul aussi qu'incombait la charge de mettre en bouteille le fameux vin de Constance tiré des tonnelets provenant du Cap. Et c'est ainsi, c'est aussi vrai que dès 1817, comme par hasard, l'empereur va commencer à souffrir de sérieux problèmes de santé, sachant que ses troubles digestifs s'aggraveront singulièrement en 1818, d'ailleurs juste après le décès de Cipriani. Louis Marchand notera aussi dans ses mémoires que son état s'améliorera l'année suivante, précisément lorsque le comte de Montholon tombera malade à son tour. Tiens donc. Durant cette année 1819, la comtesse de Montholon, son épouse, va définitivement quitter l'île de Sainte-Hélène avec leurs enfants, officiellement pour des raisons de santé. En bon mari et père, Montholon va accompagner sa famille au port, mais il reviendra malheureusement à Longwood sous une pluie battante, trempé jusqu'aux os, et il va se taper une bonne crève, probablement une pneumonie. Le soir, dans la soirée, ça va pas aller du tout, il va se sentir très mal, dans la nuit, il va se mettre à tousser comme un perdu, il va même cracher le sang, il va avoir une fièvre de cheval, et au matin, il est si faible qu'il se plaint d'une douleur au côté, de douleurs partout, une douleur au genou, qu'il qualifiera de rhumatismale. Et il souffre tant que il reste au lit. Et impossible de quitter le lit. Montholon aura bien du mal à se remettre de ce maudit coup de froid qui engendrera diverses complications pour lui et le contraindra à rester quand même au lit durant des semaines. Et dans ses mémoires, Louis Marchand soulignera avec une joie non dissimulée, il ne devait pas vraiment le piffer, Montholon, que peu après que la maladie ait frappé son maître adoré, eh bien, à partir du moment où Montholon est dans les choux, Napo, il va nettement mieux. Excusez-moi, j'aurais dû dire Napoléon. Il va même surprendre un jour son cher maître en train de fredonner un air dans son petit bureau, ce qui lui était jamais arrivé depuis un sacré moment. Et ce jour, il va décider d'aller visiter Montholon. Bah oui, il est pas bien, donc il va aller lui faire un petit coucou. C'est dire qu'il avait repris du poil de la bête, notre empereur. Bon, alors là, on commence à avoir une idée, il y a de l'arsenic dans l'air. Maintenant, on commence à comprendre dans quelle direction il faut s'orienter pour trouver l'empoisonneur. Et ça sera... alors, qu'est-ce que va dire Ben Weider, ainsi que d'autres partisans de la thèse de l'empoisonnement? Eh bien, il faut savoir que Montholon, puisque c'est lui qui est visé, eh bien, haïssait parfaitement l'île de Sainte-Hélène, ce d'autant qu'il savait qu'il ne pouvait absolument pas s'en enfuir, s'en aller, puisque Hudson Love, le gouverneur britannique, avait été très explicite sur ce point, il avait même exigé qu'il reste là. Or, le comte n'avait une seule idée en tête, c'est de se barrer de là. Il ne supportait pas cet enfermement. Et pour ceux qui douteraient encore de son désir de fuir Sainte-Hélène, un extrait du journal de Gourgaud, du général de Gourgaud, qui était un des fidèles de l'empereur aussi. Donc un extrait de ce journal daté du 5 décembre 1816 est très explicite. Montholon déclare ne plus vouloir servir personne et qu'il s'en ira en Hollande pour peu que l'empereur témoigne le désir de le voir partir. Quitter Sainte-Hélène serait donc devenu pour lui une obsession. Dès 1819, ça le trottinait déjà, mais là ça va devenir une obsession à partir du moment où sa femme et ses enfants sont repartis pour l'Europe. Voilà d'ailleurs ce qu'il écrivait à son épouse Albine dans une missive datant du 26 septembre 1819.
Mon existence actuelle n'est pas soutenable. Hier encore, je suis restée de midi à 10 heures du soir sans pouvoir rentrer chez moi. Et depuis que j'ai recommencé à sortir, c'est à peu de choses près, même chose. Si j'étais un peu moins sourd, j'aurais déjà mon lit dans la bibliothèque de monsieur, donc il parlait de Napoléon, à être là le jour et la nuit, malade, bien portant, il me compte de caresses, mais sans toi, mon Albine, rien ne met plus un seul de tes baisers, vaut mieux pour moi que toutes les richesses du monde, que toutes les faveurs. Embrasse bien mes pauvres enfants pour moi, adieu, à toi, tout à toi pour la vie. Le 20 juin 1820, il lui écrivait encore « J'aime tendrement l'empereur, je serai toute ma vie son ami fidèle, son amitié sera mon plus beau titre, mais pardon, ma femme et mes enfants, je ne puis vivre sans vous. » Notons tout de même qu'il n'est pas exclu que le cher Montalon ait pu avoir une dent contre l'empereur, même s'il déclarait à tout va être son ami fidèle et le servir jusqu'à la fin de ses jours. Comme Ben Weider n'a pas manqué de le souligner en effet, il se pourrait que sa chère Albine ait eu à un moment une petite liaison avec l'empereur, et qu'une petite fille soit née de cette relation, et peut-être même deux. Voilà donc un autre mobile fort intéressant, renforçant l'hypothèse qu'il ait pu être l'empoisonneur. On sait ainsi de manière certaine, une fois encore par Louis Marchand, que dans la matinée du 18 juin 1816, Napoléon l'a envoyé, donc le valet le marchand, à plusieurs reprises voir où en était l'accouchement d'Albine de Montalon. Et aussi que l'empereur va se déplacer illico pour voir la mère et l'enfant. En l'occurrence, c'est une petite fille qui sera baptisée, je vous le donne en mille, Napoléon, et dont l'empereur, cela va de soi, deviendra le parrain. En 1818, Albine de Montalon mettra au monde une seconde fille, qu'elle prénommera Joséphine, et à en croire Fanny, qui était peut-être un peu moins tendre que son mari et le général Bertrand, eh bien, la petite fille aurait été le portrait craché de l'empereur. Il y avait un sens. Donc si Montalon a réalisé qu'il était un mari trompé, quel sombre sentiment a-t-il pu éprouver alors? Qui plus est, s'il a soupçonné qu'en plus deux de ses enfants n'étaient pas de son sang, ça fait beaucoup. Aurait-il voulu se venger de l'affront? Ça aurait été effectivement un mobile idéal. C'est ainsi que ceux qui l'ont pointé du doigt en tant que possible coupable de l'empoisonnement et vu en lui la fibre d'un criminel n'hésiteront pas à soutenir qui serait peut-être responsable de la mort de l'empereur, mais aussi de la mort de deux morts suspectes, survenues à deux autres personnes de son entourage à Sainte-Hélène. Autant ratisser large quand on peut enfoncer les clous. Et ces morts suspectes auraient concerné Cipriani, le valet, enfin le gars qui mettait en bouteille le vin avec lui, ainsi qu'une servante anglaise prénommée Louise. Et il faut dire que Cipriani, vous allez voir, est décédé dans des circonstances absolument épouvantables. C'est ainsi que le 24 février 1818, il assurait le service à table de l'empereur en tant que maître d'hôtel, et voilà qu'il est pris soudain d'une douleur au bas-ventre absolument effrayante alors qu'il va servir le premier plat. La douleur est si effroyable qu'il va tomber par terre en poussant un hurlement, on va se précipiter pour essayer de voir ce qu'il a. Napoléon s'est déplacé aussi et essayé de comprendre. Le docteur Oméara sera appelé en urgence, il sera bien embarrassé pour prononcer un diagnostic. Il suggérera peut-être une appendicite, mais toutefois sans grande conviction. Toujours est-il que Cipriani décédera 2 jours plus tard dans d'atroces souffrances. Le malheureux aura-t-il surpris Montalon dans le cellier, versant de la mort au rat dans le vin, lors de l'opération de bouteilles de précieux vin de Constance? Ah oui, parce qu'on sortait ça des tonnelets, et puis ils mettaient ça en bouteille. Supposition, évidemment, qu'aucune preuve ne viendra jamais confirmer. Un mois plus tard, la servante anglaise des Montalon, prénommée Louise, laquelle avait comme par hasard la charge de s'occuper de la petite Napoléon de Montalon, supposée être la fille de l'empereur, sera étrangement frappée du même mal. Ça, c'est Marchand aussi qui me l'a rapporté dans cette histoire, dans ses mémoires. Cette femme qui était jusque-là en pleine santé sera comme lui, comme le pauvre Cipriani, prise d'une violente douleur au bas-ventre.
Elle décédera également quelques jours plus tard et coïncidence. Il se trouve que la malheureuse n'était autre que la maîtresse de Cipriani. Intéressant, n'est-ce pas? Un autre fait surprenant mérite d'être encore souligné. En 1840, lors du retour de la dépouille de l'empereur vers la France, on s'apercevra que la tombe de Cipriani a tout bonnement disparu du cimetière protestant de Longwood, volatilisé. Voilà qui n'est pas ordinaire, tout de même. Bon, il y aurait de fortes probabilités que cette tombe ait disparu postérieurement au départ, au décès de Napoléon et au départ de ces Français, qui étaient ses fidèles, et qui avaient le pouvoir de faire déterrer le cadavre. Je vous le donne en mille, Hudson Love. Voilà. Peut-on s'en étonner? En tout cas, les partisans de la thèse de l'empoisonnement soutiendra qu'il n'est pas exclu qu'une autopsie pratiquée sur le corps de Cipriani aurait peut-être permis de révéler quelques détails bien embarrassants, comme par exemple la présence d'arsenic en dose massive dans ses restes. Certains de ceux-là n'hésiteront pas à soutenir par la suite que le corps de Napoléon aurait été aussi dérobé par les Anglais et remplacé par celui de Cipriani, que ce ne serait donc pas la dépouille de Napoléon qui reposerait aux Invalides, mais celle de Cipriani. Dans un livre publié en 2004, le vent va tourner. Il a été coécrit avec le docteur Bornet, un ancien chargé de cours de la chaire d'histoire de la médecine et historien de Napoléon. Coécrit avec ce gars-là et le professeur Gérard Lecotte, qui lui enseigne à l'école d'anthropologie de Paris et qui est d'ailleurs directeur de l'Institut d'anthropologie et de génétique moléculaire, spécialiste de l'ADN ancien. Et lui, il a donné des précisions qui vont être très intéressantes et même passionnantes. Ce médecin a en effet envisagé la possibilité que Cipriani, qui avait été l'un des informateurs de Napoléon, ait pu passer au service des Anglais. Sa qualité d'agent double ayant été malheureusement découverte, il se serait alors suicidé en 1818 en absorbant de l'arsenic. Les Anglais auraient rapatrié alors sa dépouille en Angleterre, revêtue d'un uniforme de l'empereur, et Cipriani, de ce fait, reposerait peut-être à Westminster. Bon, moi, il y a un hic, c'est que Louise, elle est morte après. Donc peut-être que Cipriani ne s'est pas suicidé, qu'on a d'abord suicidé Cipriani, et après on a peut-être dézingué sa petite amie. C'est ce que je me suis dit en tant qu'avocate. Voilà, bon. Mais revenons-en à la supposée responsabilité de Montholon. Pour ce qui est de la mort de l'empereur, les partisans de la thèse de l'empoisonnement ont également relevé divers autres faits très troublants pour tenter de le démontrer. C'est ainsi que le docteur François Antomarchi serait apparemment allé trouver Montholon à Paris au printemps 1823 afin de lui réclamer la coquette somme de 100 000 francs. Aurait été le prix de son silence. Alors, faut savoir un truc qui m'a un petit peu étonné. Tout à l'heure, je vous ai parlé des lettres enflammées que Montholon écrivait à sa chère Albine. Quand il va rentrer à Paris 1821, il va la larguer en 2 temps 3 mouvements. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est devenu riche, vive la vie. Et donc, puis bon, il est peut-être quand même un peu sur le cœur. Il est peut-être qu'il y avait un problème quand même. En tout cas, il a été envisagé la possibilité que Montholon ait pu agir en complicité avec le gouverneur Hudson Love. Il faut savoir en effet que retenir Napoléon à Sainte-Hélène, ça a coûté une blinde, une fortune aux Anglais, parce qu'il y avait un bataillon entier qui gardait l'île de Sainte-Hélène, et ceci pendant des années. Il y avait également une escadre spéciale qui gardait le port et qui faisait en sorte qu'aucun navire n'approche de Sainte-Hélène. Il y avait la royauté française aussi, qui craignait toujours une évasion de Napoléon. Donc, voilà. Napoléon n'ignorait pas que sa seule existence perturbait nombre de monarchies européennes, il n'en était pas dupe. Et il confiera d'ailleurs un jour au docteur O'Meara, et c'est pour ça qu'O'Meara, à mon avis, a dû être viré par Hudson Love. Ils étaient ils s'entendaient bien. Voilà ce que va dire O'Meara, et en rapportant ce que Napoléon a dit. Il résulte clairement que si les instructions données à Monsieur Love ne renferment pas l'ordre écrit de me tuer, l'ordre verbal en a été donné, car lorsque l'on veut faire périr mystérieusement un homme, la première chose à faire est de le séquestrer de tout contact avec la société,
de l'envelopper des ombres du mystère afin qu'après avoir accoutumé le monde à ne plus entendre parler, à l'oublier, on puisse aisément le torturer et le faire disparaître. Les partisans de la thèse de l'empoisonnement ont aussi soutenu que Montholon aurait pu empoisonner l'empereur afin d'hériter un peu plus vite des 2 millions de francs promis par le testament de l'empereur. Et oui. Bah là, on peut dire que c'est un mobile en or massif. Il faut savoir en effet que l'aimable et dévoué Montholon a été l'un des exécuteurs testamentaires de Napoléon et que Napoléon lui a effectivement légué 2 millions de francs. Voilà ce qu'il écrit dans son testament, Napoléon: je lègue au comte Montholon 2 millions de francs comme preuve de ma satisfaction des soins filiaux qu'il m'a rendus depuis 6 ans, et pour l'indemniser des pertes de son séjour à Sainte-Hélène lui a occasionné. Que son séjour à Sainte-Hélène lui a occasionné. Nul n'aura été plus récompensé que monsieur de Montholon. Ainsi, Bertrand, qui était pourtant très proche de l'empereur et très gentil, ne recevra que 500 000 francs. Quant au fidèle valet Louis Marchand, qui était vraiment très dévoué, lui, il aura 400 000. L'autre, il a gagné le jackpot. Puis il y a aussi une anecdote qui a été répandue par les partisans de la thèse de l'empoisonnement, que j'ai un peu de mal à avaler. Alors à mon avis, ça c'est n'importe quoi, mais je le rappelle quand même. Certains n'ont pas craint en effet de soutenir que parmi les ouvrages emportés par Montholon à Sainte-Hélène aurait figuré la sinistre confession de la marquise de Brinvilliers, et que ce livre aurait été même son livre de chevet. Donc dans ce cas, il y aurait eu préméditation. Bon, pour moi la préméditation ça tient pas debout. Enfin bon, ça fait partie de leur raisonnement. Alors je rappelle quand même que sous le règne de Louis XIV, la sulfureuse marquise de Brinvilliers a été jugée et condamnée pour avoir empoisonné nombre de personnes, dont son père et ses frères, pour empocher leur fortune. Et avec quoi? Par quel moyen? Je vous le donne en mille. Eh bien, une infime dose d'arsenic versée au jour le jour dans le vin de ces malheureuses victimes. C'est pas elle qui faisait le boulot, elle ne l'a fait que sur la fin. C'était un serviteur qui était un ancien serviteur de son amant, qui avait bien des secrets sur les poisons. Voilà. Enfin, elle s'y était mise aussi. J'en ai parlé sur une autre chaîne, je crois que c'était sur Rayonnance. Je lui avais raconté ça et c'est vrai que c'est passionnant. En tout cas, dans sa longue confession, la Brinvilliers expliquait aussi comment en finir une bonne fois pour toutes avec sa victime. Il suffisait de lui donner une petite régule d'antimoine et hop, le tour était joué. Bon, le docteur Antomarchi a donné des calomels et on a vu ce que ça a donné. Le lendemain, c'était fini. Voilà. Alors j'ai fait une recherche quand même, ce qui m'a permis de constater que le premier ouvrage consacré qui a été publié sur la confession de la marquise de Brinvilliers ne l'a été qu'en 1864. Donc les dates ne collent pas, à moins qu'il y ait une parution avant, c'est complètement bidon cette histoire. Alors la thèse de l'empoisonnement soutenue par Weider, qui a prospéré un temps, va par la suite quand même être mise à mal, en particulier depuis le tout début des années 2000. Rappelons que l'analyse de cheveux pratiquée en 2001 par le docteur Kint de l'Institut médical de Strasbourg à la demande de Ben Weider a établi que l'arsenic présent dans les cheveux de Napoléon était d'origine minérale et présent dans la médulaire du cheveu. En d'autres termes, le poison aurait pénétré par la voie sanguine lors d'une intoxication générale. Cela suppose que l'empereur aurait pu périr soit d'une intoxication chronique à l'arsenic, soit d'un empoisonnement. Or, le docteur Alessandro Lugli, ce médecin pathologiste balois que j'ai déjà évoqué, et qui a écarté formellement la possibilité d'un cancer de l'estomac, a également conclu à ce que Napoléon n'aurait pas été empoisonné. Il s'étonnera d'ailleurs que l'on ait pu trouver une telle concentration d'arsenic dans ses cheveux, et il développera une hypothèse que j'estime fort intéressante et qui tendra plutôt à une intoxication accidentelle. Ce médecin rappelle en effet qu'à l'époque, l'arsenic était largement utilisé par les vignerons pour le nettoyage des tonneaux et des cuves où étaient conservés les vins, et que comme Napoléon était depuis toujours un grand amateur de vin, sans pour autant en boire excessivement, ça pourrait bien expliquer cela.
Le fameux vin de Constance aurait-il été plus contaminé que les autres vins qu'il consommait auparavant? Aurait-il eu raison de lui sans qu'il soit besoin de verser une dose de poison supplémentaire? Allez savoir. De 2010 à 2022, ce ne seront pas moins une bonne dizaine d'enquêtes scientifiques qui seront encore menées pour déterminer si l'empereur est décédé de cause naturelle ou non. Près de 20 ans après le décès de l'empereur, le roi Louis-Philippe autorisera enfin le retour de la dépouille de l'empereur en France. Et là, on va avoir une surprise lorsqu'on va exhumer du tombeau de Sainte-Hélène le corps de l'empereur. On veut vérifier avant de l'emmener en France si c'est bien le corps de Napoléon que renferme ce tombeau, qui se trouve dans la vallée des Géraniums, et s'il n'y aurait pas par hasard eu substitution. Les différents cercueils, il y en avait 3, enfin 4 avec le truc qui enveloppe, mais vont être ouverts l'un après les autres, et on aura une sacrée surprise, puisque l'on constatera avec stupeur que le visage et le corps de Napoléon sont quasiment intacts. Ces traits sont parfaitement reconnaissables. Comment est-ce possible? Normalement, avec un climat tropical en plus, c'est pas possible. Hein. En plus, il n'a pas été embaumé, donc normalement, il devrait être putréfié. Le général Gourgaud, qui était présent, a rapporté que sa tête et son visage étaient un peu gonflés, mais en parfait état, à l'exception du nez qui semblait avoir été écrasé par le couvercle du cercueil. Ses traits pour lui étaient parfaitement reconnaissables. Et c'est le docteur Guillard, qui était le médecin de la frégate La Belle Poule, chargé de ramener en France la dépouille de l'empereur, qui a constaté l'état du cadavre après l'ouverture du tombeau et des cercueils. Et le rapport qu'il a dressé de ses constatations est absolument édifiant. Il a notamment relevé que sa tête reposait toujours sur un coussin, présentant un crâne volumineux. Le front haut et large était couvert de téguments jaunâtres, les sourcils étaient toujours présents au-dessus des orbites, ainsi que quelques cils étaient encore attachés aux paupières. Et sous ces paupières fermées, alors ça c'est incroyable, les globes oculaires étaient visibles. Ils avaient à peine perdu de leur volume et de leur forme. On sait très bien que les globes oculaires, il y en a jamais. Hein. Le nez était un peu abîmé au niveau de ses ailes, les joues étaient bouffies, la peau était restée blanche, ainsi que son duvet, elle était douce et souple au toucher. C'est quoi cette histoire? La peau du menton était légèrement bleuâtre, car la barbe semblait avoir poussé après la mort. Ce menton, soulignera le médecin, n'était d'ailleurs pas déformé. Il ne présentait aucune altération. Les lèvres étaient un peu amincies, elles étaient écartées et on pouvait apercevoir, parce qu'elles étaient un peu relevées sur la gauche, 3 dents bien blanches. Le visage de Napoléon, dira le médecin, était parfaitement reconnaissable. Et aussi ses mains, elles ne présentaient aucune altération. Leur peau avait conservé toute leur couleur primitive. Et le médecin Guillard dira que l'état de ses mains n'appartient qu'à la vie. Les doigts portaient des ongles longs, très blancs. Les 4 derniers orteils dépassaient de chaque côté de ses bottes qui avaient éclaté puisque les fils des coutures avaient pété avec le temps. La peau de ses orteils était donc visible, les ongles étaient garnis de leurs ongles aussi, qui étaient d'un blanc mat. Le thorax et l'abdomen s'étaient affaissés et leurs parois étaient dures. Bon, on sait qu'on l'a vidé de ses viscères quand même, hein, parce qu'après on a appris qu'il y avait des bouts d'intestin qui étaient partis dans la nature. Il y avait pas mal, les gens ils se sont servis. Et puis il y avait le cœur et le foie qui avaient été enlevés. Enfin, bon. Bref, on a eu même des morceaux de rein. Donc tout ça mis bout à bout, c'est pour ça que ça s'est effondré. En tout cas, les membres paraissaient, d'après le docteur Guillard, avoir conservé leur forme sous les vêtements. Ils étaient durs et ça a simplement diminué un peu de volume. Emmanuel de Lascaz, qui assistait également à l'exhumation, dira pour sa part que la mort a respecté sa dépouille. L'incroyable état de conservation du corps de Napoléon sera également confirmé par un certain Janisch, qui n'était autre que le secrétaire particulier du gouverneur Hudson Love. Et celui-là dira que l'apparence du corps de Napoléon était celle de quelqu'un que l'on venait juste d'enterrer. C'est récent quand même. En prenant connaissance des déclarations des divers témoins qui ont vu le corps à l'ouverture des cercueils, bien le professeur Turcotte, dont j'ai parlé tout à l'heure, qualifiera cet état de conservation de stupéfiant.
Il soulignera notamment que l'absence d'altération de la peau, en particulier au niveau de ses mains, relève pour lui d'une parfaite énigme. Napoléon aurait-il connu la préservation du corps, comme c'est le cas de certains saints? C'était pas vraiment un saint, Napoléon, donc ça ne doit pas être ça. Voilà. Afin de donner une explication à ce phénomène, le professeur Turcotte indiquera que ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'il était en surpoids, peut-être aussi parce que le cercueil en fer blanc dans lequel il reposait était hermétiquement scellé, donc il n'y avait pas une once d'oxygène dans le cercueil. Ça, c'est possible. Et il soulignera surtout que l'intestin avait été prélevé. Donc les bactéries anaérobies que contient un intestin et qui entraînent la putréfaction du corps, n'ont pu agir. C'est peut-être ça qui explique cela. Enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà. C'est quand même très étrange. Plus intéressant encore, le professeur Turcotte, qui a relu avec attention les travaux de ses prédécesseurs, affirme dans son livre que n'ont pas été retrouvés chez Napoléon les signes spécifiques d'une intoxication à l'arsenic, à savoir une neuropathie périphérique, une dermatose exfoliatrice des paumes et des plantes de pied, ni même une kératodermie ou une mélanodermie. Et on n'a pas retrouvé non plus, vous voyez là un ongle, vous voyez des traces blanches. Voilà. Donc ça s'appelle, alors je sais pas si je le prononce bien, c'est les lignes de May. Et elles sont caractéristiques des maladies très graves. Les gens qui ont des cancers peuvent avoir ça. Et puis une intoxication à l'arsenic. Voilà, ça c'est systématique dans l'intoxication à l'arsenic. Et ben il n'y avait pas ça sur les ongles de l'empereur. Et comme le professeur disposait de 3 cheveux de Napoléon provenant du reliquaire de vivant Denon, alors les experts savent ce que c'est, moi pas. Donc ces cheveux avaient été prélevés, qui étaient dans le reliquaire par Marchand en 1821, ça on en est sûr, et c'était pour faire quelque chose de spécifique, ce qu'on appelait des paniers. Alors les paniers, c'était quoi? L'empereur Napoléon avait demandé qu'on fasse ces paniers qui étaient en fait des colliers, des anneaux, des bracelets qui étaient faits avec ses cheveux, qui étaient tressés, je suppose. Et tout ça, c'était à destination des membres de sa famille pour qu'ils puissent garder un souvenir de lui. Donc, on va procéder à l'analyse de ces paniers. Alors, on va voir que c'était des cheveux raides, châtain clair, très fins. Et tenez-vous bien, aucune trace d'arsenic ne sera découverte dans cela. Alors que toutes les autres expertises pratiquées sur les cheveux de Napoléon en ont détecté, et parfois en grande quantité. Là, rien. Pourtant, ce sont des cheveux de 1821. Donc, s'il était intoxiqué pendant des années, ça devrait se voir. Pour expliquer cela, le professeur indique qu'il existe 2 catégories de cheveux de Napoléon coupés après sa mort. Pour l'essentiel, ce sont des mèches qui vont être, comment dirais-je, mises sous verre, dans des petits médaillons ou dans des reliquaires. Et tout cela, tous ces cheveux-là, pour qu'ils se conservent, conservation et lavage à l'arsenic. Quant aux cheveux destinés à la confection des paniers, qui ont été prélevés par Marchand, comme ceux-là étaient destinés à être portés sur la peau, et qu'on connaissait à cette époque les méfaits de l'arsenic, sa toxicité en tout cas, eh bien, ils n'ont pas été conservés et ni lavés avec de l'arsenic, mais avec du sulfate de cuivre. Voilà pourquoi il n'y a pas d'arsenic dedans. Et il va procéder à une ADN. Une analyse ADN, le professeur Turcotte. Là encore, accrochez-vous bien. Parce que qu'est-ce qu'on va découvrir? Que Napoléon avait naturellement les cheveux blonds, agrémentés de reflets roux. En analysant ensuite au microscope électronique une mèche de cheveux datant de 1811, le professeur Turcotte a constaté que cette rousseur était encore plus visible. L'analyse ADN aura aussi permis de déterminer que l'empereur Napoléon avait les yeux bleu clair et la peau très pâle. Comme quelque temps plus tôt, il avait mis au point pour un laboratoire parisien un test PCR permettant d'identifier l'ADN du virus de l'hépatite B, et qu'il possédait 3 échantillons de tendons de Napoléon, eh bien le professeur va demander à ce laboratoire d'en analyser un. Et surprise! Le test PCR va révéler que Napoléon était positif à l'hépatite B. Le malheureux Napoléon souffrait donc depuis des années d'une hépatite chronique.
Le résultat ne surprendra pas vraiment le professeur Turcotte. Il soulignera en effet que la maison de Longwood se trouvait dans la partie la plus insalubre de l'île, où l'hépatite chronique, la dysenterie et autres joyeusetés du même genre très graves pullulaient. Il dira encore ne pas croire à la possibilité d'un cancer de l'estomac du fait du surpoids. Il n'exclura pas la possibilité d'une tuberculose réactivée, tuberculose pulmonaire réactivée, ni la possibilité d'une angiocolite aiguë. Et tant qu'à faire, ce génial professeur va pousser encore ses investigations plus loin. Et oui, tant qu'on y est, autant étudier la lignée génétique de Napoléon. Et c'est ainsi qu'il va découvrir qu'il y a quelques milliers d'années, l'haplotype napoléonien, c'est comme ça qu'il a appelé ces gènes, l'haplotype napoléonien, était présent sur les bords de la mer Morte, dans le territoire qui est celui de l'actuelle Jordanie. Napoléon aurait-il été un descendant des Nabatéens? Allez savoir. Enfin, je rappelle qu'un haplotype est un ensemble de gènes portés par un chromosome. Dans le domaine de la génétique des populations, l'étude des haplotypes permet d'explorer l'histoire évolutive des individus et les modèles de migration des différentes populations humaines. Et cet haplotype napoléonien, qu'il a qualifié de napoléonien, que le professeur a qualifié, a émigré vers certaines contrées de l'actuelle Turquie depuis ce qui était le territoire de la Jordanie, avant de se propager en Grèce et dans les Balkans. De là, il a de nouveau migré vers la Sicile et la Calabre pour atteindre enfin l'Italie et en particulier Naples et Sarzane. Et ensuite, il est enfin arrivé en Corse. Et où je vous le donne en mille, à Ajaccio. Voilà. Donc, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, et de lignée moyenne orientale. N'est-ce pas intéressant? Bon, au vu de tout cela, je pense qu'il est désormais possible d'affirmer que l'empereur ne semble vraiment pas décédé d'un cancer de l'estomac, peut-être pas non plus d'une intoxication ou d'un empoisonnement arsenic. Oui, je pense que c'est avéré, mais bon, c'était quand même troublant cette histoire de Montholon, hein. Parce que d'un point de vue de juriste, moi je dis qu'il y avait quand même des soupçons à se faire, hein. C'était quand même un bon client pour avoir déglingué l'empereur des Français. Enfin bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais vous savez, dans ces histoires-là, ça n'arrête jamais, parce qu'un mythe part toujours sur des légendes, des tas de trucs, des mystères, donc à mon avis, c'est pas fini, hein, on en trouvera encore. En tout cas, le livre du professeur Turcotte est passionnant. Vous pouvez l'acheter en e-books comme moi. J'ai fait. Je vous en recommande vivement la lecture parce qu'il n'y a pas que seulement des explications scientifiques, il y a également de l'historique. Et je me suis bien régalée avec tout ça. C'est pas très long. Et puis je trouve qu'il a une bonne tête, ce Turcotte. Il me plaît bien. Et je trouve qu'il a bien fait son boulot. Et voilà. Donc ce livre m'a plu. Et bah, j'espère que je vais pas me faire assassiner par les Napoléoniens en disant que de quoi elle se mêle celle-là, elle est nulle. Et j'ai fait ça de bon cœur, j'ai fait ça au mieux et avec un œil que je qualifierais de d'enquête, vous voyez. Moi j'ai un esprit de synthèse et puis j'essaye de voir tout ce qu'il y a. Donc j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé, que vous n'êtes pas trop endormi non plus, hein, parce que le sujet était long aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie encore de toute votre amitié, de votre gentillesse, de vos encouragements. Continuez à mettre des pouces, vérifiez vos abonnements, vérifiez les alertes, parce qu'il y en a de moins en moins. Mettez des commentaires. Je crois que tout le monde s'y met d'ailleurs à l'heure actuelle. Il faut le faire pour les autres chaînes, je vous l'ai dit. En tout cas, je vous remercie infiniment, parce que sans vous, bah, il n'y aurait plus grand-chose. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore de quoi je vais vous parler, parce que j'ai plusieurs sujets en route. Donc je vais réfléchir à tout ça. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais un petit bisou comme d'habitude, même un gros, et même plusieurs gros d'ailleurs. Allez, soyons fous. À bientôt. Au revoir.